Imaginez deux hommes au destin financier diamétralement opposés. D'un côté, Ronald James Reed, un simple mécanicien automobile et concierge dans une petite ville américaine, qui à sa mort en 2014 laisse derrière lui une fortune stupéfiante de 8 millions de dollars. De l'autre, Richard Fuscone, ancien directeur général de Merrill Lynch, brillant diplômé de Harvard, qui malgré ses connaissances financières exceptionnelles, se retrouve ruiné, ses biens saisis par les créanciers. Comment expliquer ce paradoxe saisissant? La réponse ne se trouve pas dans les mathématiques financières complexes, ni dans une intelligence supérieure, mais dans quelque chose de bien plus fondamental, notre psychologie face à l'argent. C'est précisément ce fascinant sujet qu'explore Morgan Housel dans son œuvre captivante La psychologie de l'argent. Dans un monde où l'éducation financière se focalise principalement sur les aspects techniques, taux d'intérêt, stratégie d'investissement, diversification de portefeuille, Husserl prend un chemin radicalement différent. Il nous dévoile comment nos émotions, nos expériences personnelles et nos biais cognitifs façonnent nos décisions financières, souvent bien plus que notre savoir théorique. Son approche révolutionnaire nous invite à comprendre que la réussite financière n'est pas tant une question d'intelligence que de comportement et d'attitude. Morgan Housel, ancien chroniqueur financier au Wall Street Journal et aujourd'hui associé du fonds d'investissement The Collaborative Fund, a rassemblé dans cet ouvrage des années d'observation et d'analyse du comportement humain face à l'argent. Ce qu'il nous offre n'est pas un énième manuel de finances, mais plutôt une exploration profonde de notre rapport à l'argent à travers 19 histoires courtes, chacune illustrant un aspect différent de cette relation complexe. Le génie de Housel réside dans sa capacité à simplifier des concepts financiers parfois intimidants, les rendant accessibles à tous grâce à des anecdotes percutantes et des métaphores mémorables. Il nous rappelle que l'argent, bien plus qu'un simple moyen d'échange, est intimement lié à nos rêves, nos peurs, notre histoire personnelle et notre perception du monde. À travers des exemples concrets et des récits fascinants, il démontre comment ces facteurs psychologiques influencent chaque décision financière que nous prenons, parfois à notre insu. Notre voyage à travers la psychologie de l'argent commence par une révélation surprenante. Personne n'est vraiment fou quand il s'agit d'argent. Nos comportements financiers, même les plus irrationnels en apparence, sont profondément enracinés dans nos expériences personnelles. Prenez un instant pour réfléchir à votre propre histoire avec l'argent. Avez-vous grandi dans une famille où les discussions financières étaient ouvertes ou tabous? Avez-vous vécu des périodes d'abondance ou de restriction? Êtes-vous né à une époque de prospérité économique ou de récession? Ces expériences, uniques à chacun, forment le prisme à travers lequel nous percevons le monde financier. Husserl illustre brillamment ce concept à travers l'histoire de Rajat Gupta, un orphelin indien qui s'est élevé des quartiers les plus pauvres pour devenir PDG de McKinsey, l'un des cabinets de conseil les plus prestigieux au monde. Malgré son incroyable réussite et sa fortune considérable, Gupta s'est retrouvé impliqué dans un scandale de délit d'initié qui a détruit sa carrière et sa réputation. Pourquoi un homme si accompli prendrait-il de tels risques pour un gain financier dont il n'avait pas réellement besoin? La réponse, selon Husserl, réside dans l'expérience de la pauvreté extrême durant l'enfance de Gupta qui a créé une peur viscérale du manque, jamais totalement apaisée malgré sa richesse ultérieure. Cette histoire nous amène à l'une des leçons les plus profondes du livre, la différence entre être riche et être fortuné. Être riche, explique Husserl, c'est avoir beaucoup d'argent. Être fortuné, c'est avoir la liberté de faire ce que l'on veut de son temps. La richesse est visible. Voitures luxueuses, résidences somptueuses, voyages extravagants. La fortune, elle, est invisible. C'est cette tranquillité d'esprit qui vient de savoir que vous disposez d'une sécurité financière suffisante pour vivre selon vos propres termes. L'un des paradoxes les plus fascinants que soulève Husserl est que ceux qui affichent ostensiblement leur richesse sont souvent les moins fortunés. Dépenser de l'argent pour montrer aux gens combien vous avez d'argent est la voie la plus rapide pour avoir moins d'argent, écrit-il avec une simplicité désarmante. Cette observation poignante nous rappelle que la vraie prospérité ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on conserve,
non pas à ce que l'on montre, mais à ce qui reste invisible. La capacité à distinguer entre le suffisant et le toujours plus constitue, selon Husserl, l'une des compétences financières les plus difficiles à maîtriser. Dans une société où la comparaison sociale est omniprésente, particulièrement amplifiée par les réseaux sociaux, définir ce qui constitue assez pour soi-même devient un défi considérable. Pourtant, cette définition personnelle du suffisant est essentielle pour échapper au piège de ce que Husserl appelle la ligne d'arrivée mouvante. Ce phénomène où nos objectifs financiers s'éloignent constamment à mesure que nous nous en approchons, nous laissant dans une perpétuelle insatisfaction. L'histoire de Bernard Madoff, l'architecte de la plus grande fraude financière de l'histoire, illustre parfaitement ce concept. Madoff avait déjà atteint un niveau de richesse que la plupart des gens ne peuvent qu'imaginer. Mais cela ne lui suffisait pas. Son incapacité à dire « c'est assez » l'a conduit à orchestrer un schéma de Ponzi qui a ruiné des milliers de vies, y compris la sienne. Cette histoire saisissante nous rappelle que sans une définition claire de ce qui constitue assez, nous risquons de nous engager dans une poursuite sans fin qui peut mener à des comportements destructeurs. Un autre principe fondamental que Husserl met en lumière est l'importance de comprendre le rôle de la chance et du risque dans nos résultats financiers. Nous avons tendance à attribuer nos succès à notre talent et nos échecs à la malchance, tandis que nous faisons l'inverse pour les autres. Leurs réussites sont dues à la chance, leurs échecs à leurs erreurs. Cette asymétrie de perception, profondément ancrée dans notre psychologie, nous empêche souvent de tirer les bonnes leçons de nos expériences financières. Husserl nous invite à adopter une vision plus nuancée, reconnaissant que tout résultat financier est un mélange complexe de compétences, de travail, de chance et de prise de risque. Cette perspective nous permet d'être plus humbles dans nos succès et plus résilients face aux échecs, créant ainsi une base psychologique plus saine pour nos décisions financières futures. La façon dont nous percevons le risque est également influencée par notre histoire personnelle. Si vous avez connu la Grande Dépression, vous aurez probablement une aversion profonde pour les actions, même si statistiquement, elles constituent un excellent investissement à long terme. Si vous avez vécu le boom technologique des années 1990, vous pourriez avoir une confiance excessive dans les investissements spéculatifs. Nos expériences formatrices créent des empreintes émotionnelles durables qui orientent nos décisions financières, parfois à notre insu. Cette observation nous amène à l'un des concepts les plus puissants du livre, l'idée que l'histoire financière que nous connaissons personnellement représente une infime fraction de ce qui s'est réellement passé dans le monde. Husserl compare cela à tenter de comprendre l'océan en observant seulement quelques vagues sur la plage. Nous extrapolons à partir d'un échantillon extrêmement limité, ce qui peut conduire à des conclusions erronées et des décisions mal informées. Pour illustrer ce point, Husserl nous rappelle que si vous êtes né dans les années 1970, vous avez vu le S&P 500, un indice boursier majeur, multiplié par 10 en 20 ans. Si vous êtes né dans les années 1950, vous avez vu ce même indice stagner pendant 2 décennies. Votre perception du marché boursier sera radicalement différente selon votre période de référence, même si aucune de ces périodes n'est représentative de la performance à long terme du marché. Cette prise de conscience nous invite à l'humilité cognitive, à reconnaître les limites de notre expérience personnelle et à rechercher une compréhension plus large et plus nuancée du monde financier. Elle nous encourage également à être plus tolérants envers les opinions financières divergentes, comprenant qu'elles sont souvent le produit d'expériences différentes plutôt que d'une incompétence ou d'une irrationalité. Un autre thème central du livre concerne notre rapport au temps dans les décisions financières. Husserl souligne que la patience est peut-être la compétence financière la plus sous-estimée. Dans un monde obsédé par les gains rapides et les succès instantanés, la capacité à adopter une perspective à long terme constitue un avantage concurrentiel considérable. Il explique que la magie de l'intérêt composé, souvent appelée la 8e merveille du monde, ne se révèle pleinement qu'avec le temps. Pour illustrer ce point, Husserl raconte l'histoire de Warren Buffett, l'investisseur légendaire dont la fortune est estimée à plus de 100 milliards de dollars.
Ce qui est fascinant, c'est que plus de 99% de cette fortune a été accumulée après son 50e anniversaire. À l'âge de 60 ans, il avait accumulé environ 1% de sa richesse actuelle. Ce n'est pas son taux de rendement qui est extraordinaire, c'est sa patience et sa persistance sur des décennies qui ont permis à l'intérêt composé de déployer sa pleine puissance. Cette histoire souligne une vérité profonde, mais contre-intuitive. Dans le domaine financier, le temps est souvent plus important que le taux de rendement. Un rendement modeste maintenu sur plusieurs décennies peut générer une richesse bien plus importante qu'un rendement spectaculaire sur quelques années. Pourtant, notre biais naturel nous pousse à rechercher des gains rapides et à surestimer notre capacité à battre le marché. Husserl aborde également notre tendance à sous-estimer l'incertitude et la façon dont cela affecte nos décisions financières. Dans un chapitre intitulé « Surprise », Chakrabortyyan, il nous rappelle que des événements sans précédent se produisent constamment dans le monde financier. Des crises que personne n'avait prévues, des innovations disruptives qui changent les règles du jeu, des changements sociétaux qui bouleversent des industries entières. L'histoire financière est jonchée d'événements impossibles qui se sont néanmoins produits. Cette réalité devrait nous inciter à la prudence face aux prévisions trop précises et aux certitudes apparentes. Comme le dit Husserl, avec une simplicité désarmante, le monde est trop complexe pour permettre des prévisions fiables. Il est plein de trop d'interactions, de réactions en chaîne et d'effets de rétroaction pour que la causalité soit apparente. Cette reconnaissance de l'incertitude fondamentale du monde financier ne doit pas nous paralyser, mais plutôt nous encourager à adopter des stratégies robustes qui peuvent résister à différents scénarios. Husserl préconise ce qu'il appelle la marge de sécurité, cette capacité à prospérer même lorsque les choses ne se passent pas comme prévu. Cela peut prendre la forme d'un fonds d'urgence substantiel, d'un taux d'endettement modéré ou d'une diversification prudente des investissements. L'un des concepts les plus puissants que Husserl développe est l'idée que les récits, les histoires que nous nous racontons et que nous partageons, influencent profondément nos décisions financières, souvent bien plus que les statistiques ou les faits bruts. Les données sont juste des séries de faits. Les récits sont la façon dont nous donnons un sens à ces faits, explique-t-il. Les bulles financières, des tulipes hollandaises aux crypto-monnaies, sont alimentées non pas par des calculs froids, mais par des récits séduisants qui capturent l'imagination collective. Cette observation nous invite à examiner attentivement les récits financiers qui nous entourent et ceux que nous avons intériorisés. Sommes-nous attirés par un investissement en raison de ses mérites intrinsèques ou parce qu'il s'inscrit dans un récit captivant de disruption technologique ou d'opportunités uniques? Notre aversion pour certains actifs est-elle fondée sur une analyse objective ou sur un récit de méfiance hérité de nos parents ou de notre culture? La prise de conscience de l'influence des récits sur nos décisions nous permet de développer ce que Husserl appelle une défense immunitaire contre les récits toxiques qui peuvent nous conduire à des erreurs financières coûteuses. Elle nous encourage également à cultiver des récits personnels sains concernant notre relation avec l'argent, des récits qui valorisent la patience, la résilience et une définition personnelle du succès plutôt que la comparaison sociale ou les gains rapides. Tout au long de son livre, Husserl revient continuellement à l'idée que l'argent est profondément personnel et émotionnel. Contrairement à la vision conventionnelle qui présente les finances comme un domaine purement rationnel et mathématique, il nous rappelle que nos décisions financières sont prises par des êtres humains complexes, avec des espoirs, des peurs, des regrets et des rêves. Reconnaître cette dimension émotionnelle n'est pas une faiblesse, c'est une étape essentielle vers des décisions financières plus éclairées et alignées avec nos véritables priorités. Cette perspective humaniste de la finance nous amène à l'un des messages les plus profonds du livre, l'idée que la plus grande valeur de l'argent réside dans sa capacité à nous donner le contrôle de notre temps. La liberté d'utiliser votre temps comme vous le souhaitez est peut-être le bénéfice le plus précieux de la richesse, écrit Husserl. Dans cette optique, la vraie mesure de la richesse n'est pas le montant sur notre compte en banque, mais notre capacité à vivre selon nos propres termes, à poursuivre ce qui nous passionne et à passer du temps avec ceux que nous aimons.
Cette redéfinition de la richesse en termes de liberté plutôt que de possession nous offre une perspective transformatrice sur nos objectifs financiers. Elle nous invite à nous demander non pas comment puis-je maximiser mon patrimoine et à swing, mais plutôt quel niveau de sécurité financière me permettrait de vivre une vie alignée avec mes valeurs. Cette question profondément personnelle n'a pas de réponse universelle, mais sa contemplation peut nous guider vers des choix financiers plus satisfaisants et significatifs. Dans les derniers chapitres de son livre, Housel partage sa propre philosophie financière avec une transparence rafraîchissante. Il révèle qu'il conserve une part importante de son patrimoine en liquidité, bien plus que ce que recommandent la plupart des conseillers financiers. Non pas parce que c'est mathématiquement optimal, mais parce que cela lui procure une tranquillité d'esprit qui, pour lui, vaut bien le rendement potentiel sacrifié. Il investit le reste principalement dans des fonds indiciels à faible coût, privilégiant la simplicité et la prévisibilité à long terme plutôt que la recherche de rendements exceptionnels. Cette confession personnelle illustre parfaitement l'un des messages centraux du livre. Il n'existe pas de stratégie financière universellement optimale. Ce qui importe, c'est de trouver une approche qui fonctionne pour vous. Une approche que vous pouvez maintenir à travers les hauts et les bas inévitables des marchés financiers et de la vie. Comme le dit Housel, le succès en matière de placement n'est pas une question d'intelligence, c'est une question de comportement. Une bonne stratégie de placement que vous pouvez respecter est meilleure qu'une stratégie mathématiquement supérieure que vous abandonnerez durant les inévitables périodes difficiles. L'une des leçons les plus percutantes de la psychologie de l'argent concerne notre tendance à sous-estimer le rôle des valeurs aberrantes dans les résultats financiers. Housel cite une étude fascinante sur l'indice Russell 3000, qui représente la majorité des actions américaines. L'étude a révélé que de 1980 à 2014, 40% des entreprises de cet indice ont connu une perte catastrophique, perdant au moins 70% de leur valeur sans jamais se redresser. En revanche, 7% des entreprises ont connu des performances si exceptionnelles qu'elles ont compensé les pertes des 40% d'échecs, permettant à l'indice global de progresser significativement. Cette distribution extrêmement asymétrique des résultats, où une petite minorité de gagnants génère la majorité des gains, a des implications profondes pour notre stratégie d'investissement. Elle suggère que la diversification n'est pas simplement une protection contre les pertes, mais une stratégie offensive qui augmente nos chances de capturer ces rares mais puissants résultats exceptionnels. Elle nous rappelle également l'importance de l'humilité face à nos succès d'investissement. Un portefeuille performant peut être le résultat de quelques choix chanceux plutôt que d'une compétence supérieure. Au-delà des investissements, cette leçon s'applique à de nombreux aspects de la vie financière. Les carrières, les entreprises, les idées innovantes, tous ces domaines sont caractérisés par des distributions asymétriques où un petit nombre de résultats exceptionnels génère une part disproportionnée des gains. Reconnaître cette réalité peut nous aider à adopter une vision plus nuancée du risque, à cultiver la patience nécessaire pour permettre aux valeurs aberrantes positives de se manifester et à développer la résilience pour persévérer face aux inévitables échecs qui jalonnent le chemin vers le succès. Un autre thème central que Housel développe est l'importance de distinguer entre les objectifs financiers à long terme et les fluctuations à court terme. Il compare notre tendance à réagir excessivement aux mouvements de marché à court terme à un fermier qui déterrait ses semences chaque jour pour vérifier leur croissance. Et un comportement qui, ironiquement, empêche précisément la croissance que l'on cherche à stimuler. Cette analogie souligne l'importance de ce que Housel appelle le découplage mental, cette capacité à séparer les évaluations quotidiennes de notre patrimoine de nos objectifs financiers à long terme. Dans un monde où les technologies nous permettent de suivre nos investissements en temps réel, cette discipline devient de plus en plus difficile, mais aussi de plus en plus cruciale. Comme il le dit avec sa clarté caractéristique, plus vous regardez le marché, plus vous verrez de bruit et de volatilité, ce qui peut susciter l'envie d'agir, quand la meilleure chose à faire est souvent de ne rien faire. Cette perspective nous rappelle que la patience n'est pas simplement une vertu passive dans le domaine financier, c'est une compétence active qui doit être consciemment cultivée. Elle implique de résister aux impulsions réactives,
de maintenir une vision à long terme malgré les distractions quotidiennes et de développer ce que Housel appelle la capacité à supporter la douleur avec patience. Cette résilience émotionnelle qui nous permet de traverser les inévitables périodes de volatilité sans abandonner notre stratégie. L'un des concepts les plus contre-intuitifs mais profondément libérateurs que Housel développe est l'idée que l'optimisation mathématique parfaite de nos finances est non seulement impossible, mais potentiellement contre-productive. Dans un domaine aussi complexe que les finances personnelles, où les variables sont innombrables et l'incertitude omniprésente, la quête de la meilleure stratégie peut mener à une paralysie décisionnelle ou à des changements fréquents de cap qui nuisent aux résultats à long terme. Husserl préconise plutôt ce qu'il appelle être raisonnable plutôt que rationnel, reconnaître que nos émotions, notre psychologie et notre bien-être général sont des variables légitimes dans l'équation financière. Cette approche nous libère de la pression de prendre des décisions financières parfaites et nous encourage à trouver des stratégies qui fonctionnent pour nous dans notre globalité. Des stratégies que nous pouvons maintenir à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. Cette perspective plus holistique de la finance nous amène à l'une des leçons centrales du livre, l'idée que la véritable richesse réside dans la tranquillité d'esprit. Comme l'explique Housel, l'argent n'achète pas le bonheur, mais il offre des options et un contrôle sur les parties les plus importantes de votre vie. Cette définition nuancée reconnaît que l'argent n'est pas une fin en soi, mais un moyen d'atteindre ce qui compte vraiment pour nous, qu'il s'agisse de sécurité, de liberté, de possibilité ou de tranquillité d'esprit. Dans cette optique, optimiser nos finances ne consiste pas simplement à maximiser notre patrimoine, mais à créer une relation avec l'argent qui soutient notre bien-être global et nos aspirations les plus profondes. Cela peut signifier parfois faire des choix qui ne sont pas mathématiquement optimaux, comme conserver plus de liquidités que nécessaire ou rembourser un prêt immobilier plus rapidement que recommandé, si ces choix nous procurent une tranquillité d'esprit qui améliore notre qualité de vie. Un aspect particulièrement puissant de l'approche de Housel est sa reconnaissance de la tension fondamentale entre le besoin de planification financière et l'imprévisibilité inhérente de la vie. Alors que la planification traditionnelle suppose souvent un chemin linéaire et prévisible, Housel nous rappelle que la vie est pleine de surprises, certaines merveilleuses, d'autres dévastatrices, qui peuvent bouleverser même les plans les plus soigneusement élaborés. Face à cette réalité, il préconise ce qu'il appelle une planification souple, cette capacité à établir des objectifs et des stratégies tout en maintenant l'agilité nécessaire pour s'adapter aux circonstances changeantes. Cette approche reconnaît que la valeur de la planification financière réside moins dans la précision de nos prévisions que dans la clarté qu'elle nous apporte sur nos priorités et dans la discipline qu'elle instaure dans nos comportements financiers quotidiens. Cette perspective plus nuancée de la planification financière est particulièrement pertinente à notre époque de changements rapides et d'incertitudes croissantes. Dans un monde où les carrières évoluent, les technologies perturbent des industries entières et les événements globaux imprévisibles peuvent transformer le paysage économique du jour au lendemain, la flexibilité devient une composante essentielle de la résilience financière. Un autre thème récurrent dans la psychologie de l'argent est l'importance de reconnaître et de gérer consciemment notre propre psychologie. Husserl nous rappelle que nos cerveaux ont évolué pour naviguer dans un environnement bien différent du paysage financier complexe d'aujourd'hui. Nos instincts, la peur, l'avidité, l'impulsivité, la tendance à suivre le troupeau, qui était autrefois essentiel à notre survie, peuvent devenir nos pires ennemis lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières judicieuses. Cette prise de conscience nous invite à développer ce que Husserl appelle une métacognition financière, cette capacité à observer et à comprendre nos propres processus de pensée et réactions émotionnelles face à l'argent. Il s'agit de reconnaître quand nous sommes influencés par la peur plutôt que par une évaluation objective du risque, quand notre décision est motivée par le désir d'impressionner les autres plutôt que par nos propres valeurs, ou quand notre optimisme ou pessimisme naturel colore notre perception des opportunités financières. Cette compétence de métacognition, bien que rarement enseignée dans l'éducation financière traditionnelle, constitue peut-être le facteur le plus déterminant de notre succès financier à long terme.
Elle nous permet de prendre des décisions plus conscientes et alignées avec nos véritables objectifs, résistant aux impulsions du moment et aux influences externes qui pourraient nous détourner de notre chemin. Husserl souligne également l'importance de ce qu'il appelle le coût psychologique de nos décisions financières. Cette reconnaissance que toute stratégie, aussi mathématiquement optimale soit-elle, a un coût émotionnel qui doit être pris en compte. Un portefeuille d'investissement, théoriquement optimal, qui nous empêche de dormir la nuit, n'est pas vraiment optimal dans une perspective holistique. Une stratégie d'épargne si austère qu'elle nous prive de toute joie présente peut générer un ressentiment qui compromet notre capacité à la maintenir sur le long terme. Cette perspective nous invite à trouver ce que Husserl appelle notre taux de bonheur optimal, ce point d'équilibre où nos décisions financières soutiennent à la fois notre sécurité future et notre bien-être présent. Il s'agit de reconnaître que la finance n'est pas un domaine isolé de notre vie, mais une composante intégrée dans notre quête plus large d'une vie épanouissante et significative. Un concept particulièrement puissant que Husserl développe est l'idée que nos attitudes face à l'argent sont profondément influencées par les points d'ancrage que nous avons intériorisés dans notre jeunesse. Si vous avez grandi dans une famille qui valorisait l'épargne et considérait l'endettement avec méfiance, ces attitudes tendront à persister même si vous vous retrouvez plus tard dans un environnement financier très différent. Si vos années formatrices ont coïncidé avec une période de forte inflation, vous pourriez conserver une méfiance vis-à-vis de la monnaie fiduciaire, même des décennies après le retour à la stabilité des prix. Cette observation nous rappelle l'importance de l'introspection financière, cette exploration consciente de nos croyances et attitudes héritées concernant l'argent. Il ne s'agit pas nécessairement de rejeter ces influences formatrices, mais de les reconnaître consciemment, évaluant lesquelles restent pertinentes dans notre contexte actuel et lesquelles pourraient bénéficier d'une réévaluation à la lumière de notre réalité présente. Husserl aborde également la question cruciale du rôle de l'argent dans notre quête du bonheur. Contrairement au message simpliste qui domine souvent notre culture, l'argent ne fait pas le bonheur versus plus d'argent équivaut à plus de bonheur, il offre une perspective plus nuancée, qui reconnaît à la fois le potentiel et les limites de l'argent comme source d'épanouissement. D'un côté, il nous rappelle les recherches qui suggèrent que l'augmentation des revenus au-delà d'un certain seuil, suffisant pour couvrir confortablement les besoins fondamentaux, n'apporte que des gains marginaux en termes de bien-être subjectif. D'un autre côté, il reconnaît que l'argent, judicieusement utilisé, peut significativement améliorer notre qualité de vie, non pas en accumulant des possessions, mais en nous offrant des options, du contrôle sur notre temps et cette précieuse tranquillité d'esprit qui vient de savoir que nous pouvons faire face aux aléas de la vie. Cette perspective nous invite à une réflexion plus profonde sur notre relation avec l'argent, dépassant les questions de combien pour aborder les questions plus fondamentales de pourquoi et comment. Pourquoi cherchons-nous à gagner, épargner ou investir ? Comment pouvons-nous utiliser nos ressources financières d'une manière qui soutient véritablement notre bien-être et celui de nos proches ? Ces questions, profondément personnelles, n'ont pas de réponse universelle, mais leur contemplation peut nous guider vers une relation plus consciente et plus satisfaisante avec l'argent. L'approche de Husserl nous rappelle également l'importance du contexte social dans notre relation avec l'argent. Dans une société où le statut est souvent lié à la consommation visible, où les médias sociaux amplifient la comparaison sociale, et où la réussite est fréquemment définie en termes matérialistes, maintenir une relation saine avec l'argent devient un acte de résistance consciente. Cela implique de définir nos propres mesures du succès, indépendamment des pressions sociales, et de cultiver ce que Husserl appelle la richesse silencieuse, cette prospérité qui se manifeste non pas dans des possessions ostentatoires, mais dans la liberté, la sécurité et les opportunités qu'elle nous offre. Un autre thème fascinant que Husserl explore est la façon dont la perception du temps affecte nos décisions financières. Notre tendance naturelle à privilégier le présent sur le futur, ce que les économistes appellent l'actualisation hyperbolique, nous pousse souvent à sacrifier des bénéfices futurs potentiellement énormes pour des gratifications immédiates relativement modestes. Cette préférence temporelle, profondément ancrée dans notre psychologie,
constitue l'un des plus grands obstacles à la construction d'une richesse à long terme. Housel suggère que surmonter cette tendance n'est pas simplement une question de volonté ou de discipline, mais requiert plutôt un changement fondamental dans notre perception du temps. Il s'agit de développer ce qu'il appelle une vision télescopique, cette capacité à percevoir notre futur soi non comme un étranger distant, mais comme une continuation directe de qui nous sommes aujourd'hui. Cette perspective transforme l'épargne et l'investissement, les faisant apparaître non pas comme des sacrifices pour un bénéficiaire abstrait, mais comme des actes de soin envers notre propre personne dans son évolution temporelle. Cette approche nous invite également à reconsidérer notre concept de réussite financière. Plutôt que de mesurer notre progrès par rapport à des objectifs externes ou des comparaisons sociales, Housel nous encourage à adopter ce qu'il appelle une métrique interne de progrès. Cette évaluation continue de notre parcours financier qui valorise la cohérence, la résilience et l'alignement avec nos valeurs personnelles. Il s'agit de reconnaître que la véritable réussite financière ne se mesure pas tant à l'atteinte d'une destination spécifique qu'à la qualité du voyage lui-même. Un aspect particulièrement éclairant de l'approche de Housel est sa reconnaissance de la tension entre la rationalité et l'émotion dans nos décisions financières. Contrairement à l'approche économique traditionnelle, qui présente souvent l'émotion comme un obstacle à surmonter dans la quête de la rationalité parfaite, Housel adopte une perspective plus intégrée qui reconnaît que nos émotions contiennent souvent une sagesse implicite qu'il serait imprudent d'ignorer. Il nous rappelle que la peur, par exemple, bien que parfois excessive ou mal dirigée, sert fondamentalement à nous protéger des dangers potentiels. L'avidité, souvent dénoncée, peut refléter une aspiration légitime à l'amélioration et au progrès. Plutôt que de chercher à supprimer ces émotions, Housel suggère qu'il est plus productif de les reconnaître consciemment, de comprendre leur origine et leur fonction et de les intégrer judicieusement dans notre processus décisionnel financier. Cette perspective plus nuancée nous libère de la dichotomie simpliste entre décisions rationnelles et émotionnelles, reconnaissant que nos meilleures décisions financières émergent souvent d'une intégration harmonieuse de notre analyse logique et de notre intelligence émotionnelle. Elle nous invite à cultiver ce que Housel appelle une rationalité émotionnelle, cette capacité à utiliser notre raison pour guider nos émotions et notre intuition émotionnelle pour informer notre analyse rationnelle. Tout au long de son livre, Housel revient constamment à l'idée que la gestion financière est fondamentalement un exercice d'équilibre entre le présent et le futur, entre la sécurité et l'opportunité, entre la rationalité et l'émotion, entre nos aspirations individuelles et nos responsabilités collectives. Cette perspective d'équilibre constitue peut-être la sagesse la plus profonde que la psychologie de l'argent a à offrir dans un monde financier souvent dominé par les extrêmes et les absolus. Cette sagesse de l'équilibre s'étend également à notre compréhension des marchés financiers eux-mêmes. Housel nous rappelle que les cycles d'optimisme excessif et de pessimisme extrême qui caractérisent souvent les marchés ne sont pas simplement des aberrations ou des défaillances du système, mais des manifestations inévitables de notre psychologie collective. Les bulles et les crashs, vus sous cet angle, apparaissent moins comme des anomalies à éliminer que comme des expressions prévisibles de notre humanité partagée, avec ses espoirs, ses peurs et ses tendances grégaires. Cette perspective nous invite à adopter ce que Husserl appelle un réalisme pragmatique face au marché, reconnaissant à la fois leur efficience fondamentale à long terme et leurs inefficiences périodiques à court terme, leur potentiel de création de richesses et leur capacité à détruire le capital de ceux qui ne respectent pas leur dynamique inhérente. Il s'agit de naviguer dans cet environnement complexe avec une combinaison d'humilité cognitive, de patience stratégique et de discipline comportementale. Un autre thème récurrent dans l'œuvre de Husserl est l'importance de ce qu'il appelle la composante sociale de nos décisions financières. Contrairement à la vision économique traditionnelle qui présente souvent les individus comme des agents autonomes prenant des décisions isolées, Husserl nous rappelle que nos comportements financiers sont profondément influencés par notre environnement social, par les normes culturelles, les pressions de groupe et les récits dominants qui façonnent notre perception de ce qui est désirable, possible ou prudent.
Cette prise de conscience nous invite à être plus attentifs à la façon dont nos cercles sociaux, les médias que nous consommons et la culture plus large dans laquelle nous sommes immergés influencent subtilement nos aspirations financières et nos comportements. Elle nous encourage également à cultiver consciemment ce que Husserl appelle une écologie sociale positive, un environnement qui soutient nos objectifs financiers à long terme plutôt que de les saper par des pressions de consommation ou des comparaisons destructrices. Cette dimension sociale de la finance s'étend également à notre compréhension de l'inégalité économique, un sujet que Husserl aborde avec une nuance et une compassion remarquables. Il reconnaît que nos résultats financiers sont influencés par un mélange complexe de facteurs, certains sous notre contrôle, comme nos habitudes d'épargne et nos décisions d'investissement, et d'autres largement hors de notre portée, comme notre milieu de naissance, les avantages structurels ou les désavantages que nous héritons, et les éléments de chance pure qui jalonnent tout parcours de vie. Cette perspective nous invite à une plus grande humilité dans notre jugement des circonstances financières des autres et à une appréciation plus profonde des privilèges et opportunités dont nous avons pu bénéficier dans notre propre parcours. Elle nous encourage également à considérer la façon dont nos décisions financières individuelles s'inscrivent dans un contexte social plus large, reconnaissant notre interdépendance fondamentale et les responsabilités éthiques qui accompagnent l'accumulation et l'utilisation de la richesse. L'un des aspects les plus transformateurs de l'approche de Husserl est sa capacité à nous aider à reconnaître et à déconstruire les croyances limitantes que nous entretenons souvent à propos de l'argent. Qu'il s'agisse de l'idée que l'argent corrompt inévitablement, que la richesse exige un talent exceptionnel ou que la frugalité équivaut à la privation, ces croyances non examinées peuvent significativement entraver notre capacité à développer une relation saine et productive avec nos finances. Husserl nous invite à examiner ces croyances avec curiosité et ouverture, à explorer leurs origines dans notre histoire personnelle ou culturelle et à évaluer consciemment leur validité et leur utilité dans notre contexte actuel. Ce processus de déconstruction et de reconstruction de nos narratifs financiers constitue peut-être l'une des étapes les plus libératrices de notre évolution financière, nous permettant de remplacer des récits limitants par des perspectives plus expansives et émancipatrices. Cette exploration des croyances nous amène à l'une des leçons les plus profondes de la psychologie de l'argent. L'idée que notre rapport à l'argent reflète fondamentalement notre rapport au monde dans son ensemble. Notre tendance à économiser ou à dépenser, à prendre des risques ou à rechercher la sécurité, à partager généreusement ou à accumuler jalousement, ces comportements financiers sont des manifestations de nos valeurs fondamentales, de notre vision du monde et de notre compréhension de notre place dans celui-ci. Cette perspective nous invite à considérer notre développement financier non pas comme un processus isolé, mais comme une composante intégrée de notre croissance personnelle plus large. Elle suggère que le travail que nous faisons pour cultiver des qualités comme la patience, la résilience, l'humilité, la générosité ou la vision à long terme dans notre vie financière peut avoir des effets positifs qui rayonnent bien au-delà de notre compte en banque, enrichissant nos relations, notre travail et notre sens global de l'épanouissement et du but. À travers ces multiples dimensions, la psychologie de l'argent nous offre bien plus qu'un simple manuel de gestion financière. Il nous propose une philosophie de vie qui reconnaît l'argent non pas comme une fin en soi, mais comme un moyen puissant pour vivre une vie alignée avec nos valeurs les plus profondes. Comme le suggère Husserl dans les dernières pages de son livre, le but ultime de la gestion de l'argent n'est pas l'optimisation de nos finances, c'est l'optimisation de notre vie. Cette perspective holistique nous rappelle que notre relation avec l'argent, comme toutes nos relations importantes, nécessite attention, réflexion et un engagement continu pour évoluer et s'améliorer. Elle nous invite à aborder nos finances, non pas avec anxiété ou obsession, mais avec curiosité, ouverture et cette sagesse qui vient de reconnaître à la fois le pouvoir et les limites de l'argent dans notre quête d'une vie bien vécue. En fin de compte, peut-être que la leçon la plus précieuse de la psychologie de l'argent est cette invitation à transformer notre relation avec l'argent d'une source d'anxiété
ou de confusion en une expression de nos valeurs les plus authentiques et une extension de notre meilleur soi. C'est cette transformation de la réactivité à la conscience, de l'impulsivité à l'intentionnalité, de la comparaison externe à la cohérence interne, qui constitue peut-être le véritable chemin vers cette liberté financière que nous cherchons tous. Non pas comme un état de richesse absolue, mais comme cette capacité à utiliser l'argent comme un outil au service d'une vie riche de sens, de connexion et de contribution. Le voyage à travers les concepts fondamentaux de la psychologie de l'argent nous a permis d'explorer la complexité et la profondeur de notre relation avec l'argent, révélant comment nos décisions financières sont façonnées par un mélange intriqué d'émotions, d'expériences personnelles, de biais cognitifs et d'influences sociales. Nous avons découvert l'importance cruciale de différencier la richesse visible de la prospérité invisible, de définir notre propre concept du suffisant dans un monde qui nous pousse constamment à vouloir plus et de reconnaître le rôle fondamental de la chance et du risque dans nos résultats financiers. Nous avons également exploré comment notre perspective temporelle influence nos décisions financières, l'importance de cultiver la patience comme compétence financière essentielle et la manière dont les récits que nous nous racontons à propos de l'argent peuvent puissamment façonner nos comportements. Nous avons reconnu que l'optimisation mathématique parfaite est souvent moins importante que de trouver une approche financière que nous pouvons maintenir avec constance à travers les hauts et les bas inévitables de la vie. À travers cette exploration, nous avons découvert que la véritable valeur de l'argent réside non pas dans son accumulation pour elle-même, mais dans sa capacité à nous offrir cette précieuse liberté de vivre selon nos propres termes, de poursuivre ce qui nous passionne et de passer du temps avec ceux que nous aimons. Nous avons appris que la tranquillité d'esprit et le contrôle de notre temps sont peut-être les bénéfices les plus précieux que la richesse peut nous offrir, bien au-delà des possessions matérielles ou du statut social. Ce voyage nous a également rappelé l'importance d'adopter une vision holistique de nos finances, reconnaissant que nos décisions financières ne peuvent être séparées de notre bien-être émotionnel, de nos relations et de notre quête plus large d'une vie significative et épanouissante. Il nous a invités à développer une plus grande conscience de notre propre psychologie financière, à examiner et potentiellement à reconstruire les croyances limitantes que nous entretenons à propos de l'argent et à cultiver une écologie sociale qui soutient plutôt que sape nos objectifs financiers à long terme. Peut-être que la sagesse la plus profonde que nous pouvons retirer de la psychologie de l'argent est cette invitation à transformer notre relation avec l'argent, de le voir non pas comme une source d'anxiété, de confusion ou de conflit, mais comme un outil puissant que nous pouvons utiliser consciemment au service de nos valeurs les plus authentiques et de notre vision d'une vie bien vécue. C'est cette transformation de la réactivité à la conscience, de l'impulsivité à l'intentionnalité, de la peur à la confiance, qui constitue peut-être le véritable chemin vers cette liberté financière que nous cherchons tous. Alors que nous clôturons cette exploration de la psychologie de l'argent, nous sommes invités à réfléchir à notre propre relation avec l'argent, à examiner les croyances, les émotions et les habitudes qui la façonnent et à considérer comment nous pourrions l'évolver vers une expression plus consciente et alignée de qui nous sommes vraiment et de ce qui compte le plus pour nous. Car, comme le suggère Morgan Housel tout au long de son livre transformateur, le succès financier n'est pas tant une question d'intelligence ou de connaissances techniques que de comportement et d'attitude. Et ces comportements et attitudes sont des compétences que nous pouvons tous développer et raffiner avec attention, pratique et cette sagesse qui vient de reconnaître à la fois le pouvoir et les limites de l'argent dans notre quête d'une vie riche en sens, en connexion et en contribution.